avec le temps qui passe, l'âge et je relativise. J'ai plutôt tendance à mettre en avant les 10 ans au FC Nantes, d'avoir été numéro 10 du FC Nantes pendant 10 ans. C'est incroyable, quoi, parce que d'avoir eu la confiance de José Ribas, de Jean Vincent, bon, il nous a fait confiance, on l'a bien remercié de sa confiance. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast des légendes. On se retrouve pour le deuxième volet de notre épisode avec Gilles Rampillon. On va parler toujours du FC Nantes, de l'AS Cannes, de Zinedine Zidane, de Platini et bien d'autres magnifiques souvenirs avec le meilleur numéro 10 de l'histoire du FC Nantes. C'est parti. Et alors, question un peu débile, mais sur quel point tu pensais être meilleur que lui, que Platini ? Oh là là! Une touche de balle, c'est obligé. Peut-être une touche de balle, oui, le jeu a une touche de balle mais il était aussi capable de voir vite, hein. La vision du jeu était extraordinaire, hein. Non, j'ai pas de qualité supérieure. La preuve, c'est lui qui a été titulaire en équipe de France. Donc. Non, mais tu avais peut-être quelque chose que lui n'avait pas. Par exemple, Guillaume a une bien meilleure philosophe que moi. Ok. C'est plus simple quand même. Non, peut-être. Non, mais l'équilibre que j'ai supérieur à Michel, il est difficile à accepter. D'après Biff Gadget, ouais, mais. Non, si vous m'obligez à une réponse, je dirais peut-être la vitesse d'exécution à mon style de jeu dans les petits espaces. Mais bon, c'est relatif parce que pour marquer tous les buts qu'il a mis, Ouais. J'ai vu en Italie où le marquage est. Moi, j'ai jamais eu d'expérience à l'étranger, donc là, je m'incline devant tout ce qu'il a fait. T'inquiète pas, le titre du podcast c'était Gilles Rampillon, j'étais meilleur que Platini. Ça retranscrit un peu ce qu'on a dit, donc il y a pas de problème. Je vous fais confiance. Ouais, un titre accrocheur. Il y a l'enregistrement, je crois, quand même. Bon, on peut faire un petit montage hein, avec de l'intelligence artificielle, on peut vraiment faire n'importe quoi. Non, t'inquiète pas. D'ailleurs, très bien. T'es quand même. Est-ce que c'est un peu un regret quand même de ne pas avoir plus l'opportunité de jouer pour les Bleus? Oui. Oui. Franchement, oui. On me le dit parfois, alors je réponds. Oui, c'est le choix du sélectionneur, mais après coup, c'est vrai que je revois la Marseillaise en 76, en 79, j'étais hyper heureux d'avoir été. J'ai souvent été considéré comme le le numéro 2 français au poste de numéro 10 dans les classes d'équipe qu'il y avait à la fin de tous les ans. Après, il y avait Giresse, et c'est vrai que j'aurais aimé avoir. Mais Giresse, il explose, il a 30 ans, quoi. Donc, Oui, c'est ça, oui. J'aurais aimé avoir, non, c'est clair, là, je veux être sincère, j'aurais aimé avoir plus de sélections parce que ça aurait étoffé mon palmarès, et puis c'est le summum, c'est le rêve. Quand je revois l'équipe de France, c'est vrai que je peux avoir une pensée parce que c'est un autre contexte, bon, médiatiquement, il y a évidemment un plus, et puis les oppositions, franchement, c'est l'équipe de France, c'est le summum. La Coupe d'Europe aussi, et c'est assez extraordinaire, même à notre époque, hein, c'était. C'est vrai que quand on voit l'équipe de 82, quand la Coupe du monde 82 débute, tu es en train de terminer tes 28 ans, tu as fait une saison très pleine avec Nantes, et c'est vrai que là, c'est le début du carré magique où tu as un Gengini, tu as un Giresse, tu as un Tigana, qui a un profil plus défensif que toi en tout cas. Mais est-ce que, et je suis désolé de revenir encore dessus, mais est-ce que tu vois ça en te disant, mais pourquoi est-ce qu'Hidalgo, qu'est-ce que Giresse ou Gengini ont de plus que moi, ou est-ce qu'à ce moment-là, tu t'es déjà fait une raison? 82, oui, parce que moi, je pense que c'est plutôt 78. 78, je sais pas combien je suis sur la liste, mais je dois être 23e ou 24e, parce que sinon, je pense, parce que en 78, il y a beaucoup de Nantais, il y a Jean-Paul Berthelmann, il y a Henri Michel, il y a Patrice Suriot, Il y a Bossis. il y a Max, bien sûr, et là, tu es en compétition avec Henri, Claude Papy, Platini éventuellement? Oui, mais bon, j'ai jamais été en concurrence, je suis plus offensif que. Alors non, Claude Papy, je sais pas, oui, c'est Claude Papy aussi, oui, excellent numéro 10, qui est offensif. Mais je pense que, oui, par exemple, oui, j'ai jamais fait de Coupe du Monde. J'aurais dû faire celle de son île et éventuellement celle de 82.
mais je pense plutôt à celle de 78. Parce que là, je suis la preuve, puisqu'ensuite, on gagne la Coupe de France en 19. Je suis la saison 79-80, c'est le summum de ma carrière. Match international, donc Tchécoslovaquie, mais je fais le plus grand nombre de matchs dans l'effectif du FC Nantes. Donc je suis très régulier sur le plan de la présence. Toujours, j'ai toujours fait de nombreux matchs, mais là, je crois que c'est moi qui fais le plus grand nombre de matchs. Et puis, oui, c'est un regret, même en vous disant ça, c'est vrai que 79-80, pourquoi j'ai pas eu plus de sélections, y compris, bon, moi, je suis écarté en 78, mais pourquoi pas en 79? Pourquoi pas en 80, 81? Puis si j'étais en sélection, je m'installe et pourquoi pas 82? Mais bon, c'est de la fiction, hein. De la fiction, mais bon, merci de vos Disons que, commentaires. Gilles, en fait, c'est juste aussi un pur constat qui est de dire, t'es le meilleur 10 de l'histoire de l'équipe de Nantes, avec peut-être Jafet Endoram, s'il n'est pas français. Donc, il avait peu de chance d'avoir des sélections en équipe de France. Mais donc, tu es le meilleur 10 de l'équipe de Nantes, qui est un des plus gros titrés entre 70 et 85. Et effectivement, tu n'as que 3 sélections. Donc, il y a quelque chose qui est quand même un peu bizarre. Mais bon, après, c'est un constat mathématique sur le. J'ai encore plus réfléchir à ce que vous venez de dire. Désolé. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai que juste un point de vue vraiment purement statistique. Comme le dit Guillaume, tu es le meilleur numéro 10 de l'équipe qui est sinon la première, la deuxième de cette décennie. Et tu as quand même en équipe nationale, généralement, les postes sont doublés. Et pourtant, à ma connaissance, je sais même pas, tu n'es même pas appelé. Oui, c'est vrai, je suis pas dans les. C'est ça qui est curieux, c'est que je suis pas dans les 16 après avoir, surtout par exemple, après avoir marqué en novembre 119 le but du 2-1. Ouais. Pas rappelé, je sais pas quel match c'est, mais je suis pas rappelé. Ouais, tu joues encore un match après Regardez quel match contre les Pays-Bas. Ouais. Tu rejoues un match contre les non, Pays-Bas. alors je joue ma troisième sélection, c'est contre les Pays-Bas. Ouais. 2 fois la Tchécoslovaquie, Pays-Bas. L'équipe titre, est-ce qu'on va associer Michel Platini, Gilles Rampillon au Parc? Finalement, non. Il y a 2 milieux défensifs, 1 offensif. Donc là, c'est le coach qui décide, Michel Hidalgo, et on fait 0-0 et je rentre en cours de jeu. À une demi-heure de la fin, j'ai pas un souvenir formidable de ce match. Tu remplaces Battenet. Ouais. Voilà. Mais par contre, et après, je disparais. Et c'est vrai que j'aurais pu aussi avoir des sélections où c'est frappant. Là, oui, c'est entre 76 et 79. Ouais. Parce que même si je fais pas un match extraordinaire en mars 76 pour ma première sélection, je ne suis pas même dans les 16 entre 76 et 79. Et je suis rappelé pour être titulaire, par contre, oui, en 79, parce que Platini est indisponible. Et alors, à ce moment-là, tu te poses pas la question? Non, j'accepte parce que non, je me revois là, comme vous m'incitez à revoir. Oui, je me revois à l'entraînement avec l'effectif, ceux qui sont pas, tout le monde n'est pas sélectionné, donc avec en voyant partir les coéquipiers en sélection. Mais ouais, j'aurais peut-être mérité, oui, davantage de sélection parce qu'on est champion de France 77. Ouais. En 79, on n'est pas champion, c'est Strasbourg qui nous bat à la Méno, qui est mais on gagne la Coupe de France. On aurait dû. Nantes n'a jamais réalisé non plus le doublé. Ça, c'est important. En 72-73, on est champion de France. Sacré champion de France. Et on dispute la finale de la Coupe de France contre l'Olympique Lyonnais. On est archi favori parce qu'on a battu une demi-finale extraordinaire à, à Sopin en nocturne. Et on se retrouve un dimanche après-midi, Parc des Princes, et on n'est pas dans le match. Face à Travers, on prend un pénalty d'entrée. C'est le seul titre de Lyon pendant longtemps, avec un but marqué de la main qui ferait le bonheur de l'avare pendant 15 ans actuellement. Voilà, bon, et puis donc 73, et on aurait dû, et là, le match a été tronqué, on n'a pas joué, on comprend pas pourquoi. C'est ça aussi une finale, hein, et là, je l'ai vécu. On ressort du match sans avoir l'impression de l'avoir joué, et on perd 2-1. Et puis après, par contre, donc on aurait dû, c'est pareil, en 79, là, c'est l'inverse. On gagne la Coupe de France, mais on aurait dû être champion, puisqu'on fait un parcours, là, il me semble extraordinaire, et Strasbourg nous bat à la Méno et on leur donne le titre. Et c'est le seul titre, c'est Strasbourg, c'est l'entraîneur Gilbert Gress. On a eu
Oui, sur le programme, Michel Moi, et je suis de Strasbourg, hein, donc Ah, ok. énorme fan. Et on a eu Gilles Bergrès sur le programme aussi. Ah, ok, super. Ouais. Mais bon, c'est vrai que 78, c'est incompréhensible. J'ai rien contre Claude Papy, qui est vraiment légendaire aussi, ou Jean Petit, ou Jean-Marc Guilloux, qu'on a eu sur le programme. Mais bon, Michel et Henri Michel, ça faisait sens. Mais effectivement, Jean-Marc Guilloux, Claude Papy, Jean Petit ou Gilles Rampillon, ça aurait pu le faire, quoi. Enfin, on va dire. Mais bon. Non, mais Merci. surtout après 78. Après 78, c'est vrai que c'est difficile à comprendre, surtout quand on voit ensuite l'évolution tactique d'Hidalgo, qui n'hésite pas à mettre plusieurs joueurs de même profil pour le carré magique. C'est ça qui est bizarre. Ouais, d'autant plus qu'il l'avait fait pour sa première sélection en 76. Ouais. Bon, merci Michel de cette De appréciation. retourner le couteau dans la plaie. Bon. Non, qui me fait chaud au cœur. Okay. Non, mais c'est Voilà. c'est un peu le but du podcast, c'est de revenir sur des épisodes peu connus ou difficilement explicables des décennies plus tard. Je pense que... Et effectivement, je pense que à cette époque-là, il y a moins de remise en cause des choix du sélectionneur que maintenant, par exemple, où franchement, c'est scruté 25 000 fois, je pense. Ah oui, ça c'est sûr, ouais, c'est sûr. À l'époque, bon, on acceptait ce genre de choses et on a eu beaucoup de joueurs sur le programme qui, notamment Jean-Paul, hein, qui critiquait assez ouvertement, honnêtement, Michel Hidalgo. Ouais, Jean-Paul Bertrand de Man. Un peu cryptique de Michel Hidalgo, et le fait que le courant passait pas du tout entre Jean-Paul et Michel Hidalgo, et d'ailleurs entre tous les gardiens et Michel Hidalgo. Donc bon, on a aussi sur une personnalité d'un sélectionneur qui avait une certaine personnalité, on va dire. Oui. Très bien, peut-être. Donc ouais, effectivement, ça c'est la période un peu compliquée, mais en même temps savoureuse de l'équipe de France. Et puis après avoir fait les beaux jours du FC Nantes pendant de nombreuses années, tu quittes le FC Nantes pour l'AS Cannes. Et c'est quoi comment ça se passe, ce transfert? C'est quoi les raisons? Alors, ça c'est un autre sujet délicat dans ma carrière, puisque donc ce qu'il faut savoir, c'est que je signe donc à Nantes à 19 ans. À chaque fois, c'était pas comme maintenant, donc je vais au bout de mon contrat. Donc je fais 19, 23, 26, 29. Ce que j'aime à dire avant, c'est qu'à 23 ans, je suis contacté par de nombreux clubs. Oui. 6 ans aussi, j'aurais pu jouer à Bordeaux, j'aurais pu jouer à Marseille, à Monaco, à Sochaux. Marseille m'a contacté, voilà. Et donc Tous les meilleurs clubs de France. tous les meilleurs clubs de France, sauf que moi, je considérais que j'étais dans le meilleur. Ouais, okay. Donc sportivement, j'écoutais poliment les dirigeants, parce que j'ai des contacts à chaque fois. J'étais en fin de contrat, donc libre. Il y avait pas on renouvelle aussi, voilà, il y avait pas les transferts, c'était une autre époque. Et puis donc à 29 ans, alors que je m'y attends pas, je sollicite une prolongation qui n'est jamais arrivée. Donc c'est simple, là aussi, il y a pas d'explication à donner, c'est le choix de la direction du club, et donc j'ai pas été prolongé, mais je suis libre et en fin de contrat. 29 ans, donc c'est l'histoire, c'est ça. Donc à partir du moment où pareil, j'accepte la décision, alors que je suis le meilleur buteur de tous les temps. Mais là aussi, vous allez me faire m'interroger, c'est-à-dire qu'à 20 ans, je suis quand même physiquement plutôt... Non, ce qui est étonnant, c'est que si on fait le parallèle des dates, c'est qu'on est en 82, et en 80, je suis champion de France, équipe de France. Et en 82, donc le club décide de pas te renouveler. Voilà. Et donc là, j'ai plusieurs contacts. J'ai Toulouse et l'AS Cannes, et je choisis l'AS Cannes. Alors juste pour nos auditeurs, pour comprendre qu'à cette époque-là, et tous ceux qui ont écouté nos épisodes avec Patrice Riot ou Maxime Boussis pourront s'en souvenir, c'est que Nantes traite les joueurs qu'ils achètent de l'extérieur de manière extrêmement généreuse, mais qu'elle prend les joueurs qui ont été formés au club comme argent comptant, en leur disant écoute, on va te prolonger, mais en te donnant une revalorisation qui est un petit peu ridicule, et elle les prend vraiment comme argent comptant, vous soyez content d'être au club, tout en traitant les autres joueurs venus de l'extérieur vraiment comme des rois. Ce qui fait que
un peu plus tard, il y a Thierry Tussaud qui va un peu changer le modèle, Maxime Bossis qui part au Matra. Et donc, toi, j'ai l'impression que c'est ce même modèle qui se répète au final. Ouais, je sais que ça a beaucoup marqué Max, mon départ. Il l'a écrit dans son livre. Bon, je l'ai lu. J'étais surpris il me l'avait déjà dit, mais il a été surpris Et déçu, hein. et déçu, oui, parce que ça l'a interpellé. Bon, en réalité, je me suis incliné devant la décision. Ça m'a permis de penser à quelque chose, quand je vous ai parlé de ma décision de devenir footballeur professionnel, donc que j'ai plutôt retardé. Et puis après, ben voilà, c'est les aléas d'un parcours du sportif de haut niveau. Là, comme il en existe de nombreux, on quitte un club, on repart dans un autre club. Non, ce qui est étonnant pour moi, c'est que tout le monde sait ma fidélité au FC Nantes, parce que j'ai fait, tout en partant à 29 ans, je fais 12 ans au FC Nantes. C'est incroyable. 70-82. Et puis j'aurais aimé, et là, peut-être que là, si on parle statistique, je fais 1 ou 2 saisons de plus, je deviens le meilleur buteur De tous les sans temps. prétention aucune de tous les temps, domicile extérieur et à plus forte raison domicile, pour 1 ou 2 saisons de plus. Après, bah, il y a d'autres générations, il y a d'autres joueurs, il y a la concurrence, mais Oui, parce qu'à l'AS Cannes, tu continues d'être hyper prolifique c'est en ça. termes de buts. Il n'y a pas eu Oui. un. Non, mais c'est vrai que c'est bizarre. Vu de l'extérieur, tu es un des meilleurs joueurs d'une des meilleures équipes. Tu as 29 ans. 28 ans, statistiquement, c'est l'année du pic d'un athlète. Donc, tu n'es pas encore cramé. Et pourtant, tu pars en. Il me semble qu'ils sont en Division 2, Cannes, à ce Oui, moment-là. division 2, oui, là, c'est un choix, oui. Ça paraît incroyable. Oui, c'est bon, je me suis longtemps interrogé, hein, je m'interroge encore quand vous l'évoquez comme aujourd'hui. Mais bon, il y a qu'à s'incliner parce que j'ai quand même insisté pour rester, même à des conditions normales, sans valorisation, etc. Mais c'était un choix de la direction de l'époque et je vais m'incliner. Au-delà de l'aspect sportif, est-ce que tu sens ça comme une sorte de trahison? Parce que tu es là-bas depuis 12 ans, tu as commencé, tu étais tout jeune. J'imagine que tu as cet aspect, au FC Nantes, on est une grande famille, et cetera. Et finalement, alors que tu t'attends, j'imagine, à une prolongation quasiment automatique, tu es un petit peu poussé dehors et tu dis toi-même, tu essayes même de faire à des conditions encore plus avantageuses pour le club et qu'il n'accepte pas. J'imagine, émotionnellement, ça doit être très, très dur. Oui, 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 j'avoue que bah, que la logique aurait été que je continue encore quelques saisons, pas éternellement, mais encore quelques saisons, 2, 3 saisons. Mais il en a oui, le plus frappant, c'est ce que vous dites dans votre question, c'est même 1 an, quoi. Ouais. Même 1 an, bon, ça n'a pas été évoqué, hein, de mémoire, mais même 1 an, non. Donc ça, c'est pour moi curieux. Après, je suis plus mesuré parce qu'après, j'ai appris que les avis étaient partagés, mais c'est toujours après, hein, les avis Ouais. étaient partagés, que voilà, donc mais la décision, moi, une fois que la décision était prise, je me suis retourné vers, un autre club en me lançant un nouveau défi et puis, voilà, c'était, non pas du passé, mais c'est peut-être ce qui me rend peut-être, paradoxalement beaucoup de force en ce moment à transmettre au club, c'est d'avoir vécu parce que je suis comme ça, mentalement, je tire les enseignements, d'avoir une force incroyable à transmettre au club actuellement et je souhaite le faire parce que j'ai connu un autre club, parce que j'ai plutôt réussi dans un autre club, dans des conditions totalement différentes, en impulsant une autre dynamique, en impulsant la dynamique des jeunes, en étant fidèle à moi-même sur le plan du jeu, sans parler du jeu à la nantaise, de le transmettre. Ouais, on a eu beaucoup de joueurs et malheureusement, enfin heureusement, mais qu'on les a eus, mais d'autres périodes qui nous citent quand même ce manque de clairvoyance de beaucoup de dirigeants nantais. C'est-à-dire que après la victoire de 95, il y a à peu près les mêmes erreurs qui sont faites avec le départ de Loco et Carambeu, où quand tu les écoutes, les deux disent bah s'ils avaient mis un peu d'argent, on serait resté. En 2000, tu as Éric Carrière qui était sur le programme, qui nous a dit aussi qu'il serait resté, mais qu'il a eu des problèmes avec la direction et donc qu'il a dû partir. Et on a Olivier Monterrubio qui était aussi qui voulait rester et qui a été remplacé. C'est des erreurs assez régulières malheureusement. Oui, oui, mais bah, Nantais oui, qui vous êtes bien placé.
vous êtes bien placé pour, oui, pour, recenser les témoignages. C'est vrai que moi, je commentais les matchs en 94-95 pour une radio. J'étais hyper enthousiaste. Je suis pas du tout nostalgie. Quand il y a le jeu des comparaisons entre les différents titres, ça se vaut. Je continue à penser qu'en 1980, on avait une super équipe, mais en 83, c'était exceptionnel. Jean-Claude Suaudeau place 83 avant 95. 95, c'était exceptionnel. Je commentais les matchs et j'étais hyper élogieux sur cette équipe et je me disais, comme tu viens de le souligner, on va gagner la Coupe d'Europe l'année suivante, en gardant le même effectif, même équipe. Patatrac, bah, il y a 2 joueurs qui, alors ce n'est que 2 joueurs, sauf que c'est 2 joueurs importants qui quittent et qui déstabilisent, l'ensemble de l'équipe, voilà, ça c'est des choix stratégiques mais Ouais, exactement. je vous rejoins dans l'analyse, hein. En plus, je pense que ton départ a été caché un peu par le titre de 83 parce qu'étonnamment l'équipe gagne le titre de 83 alors que tu fais pas partie de l'équipe. Ça semble pas être une erreur, a posteriori, mais en réalité, c'en est une de t'avoir fait partir, parce qu'après on sait que 84-85 c'est compliqué aussi pour le FC Nantes et bon. Mais bon, en même temps, c'est le même moment où il t'oblige à partir qu'en 82, Jean-Vincent part. Donc vous partez en fait tous les 2, toi et Oui, oui. Jean-Vincent. Oui, je me souviens, ouais. Je me souviens, on part ensemble et puis on part ensemble avec Henri aussi, Henri Michel. Ouais. Henri arrête, en 82. Bon, il prend la sélection, mais bon, c'est des choix. Après, Jean-Claude Suaudeau a bâti son équipe et puis il est très élogieux sur 82-83 à juste titre. Mais ça, c'est le cycle un peu, c'est pour ça que là, bon, avec, le temps qui passe, l'âge et je relativise. J'ai plutôt, tendance à mettre en avant, bah, les 10 ans au FC Nantes, d'avoir été numéro 10 du FC Nantes pendant 10 ans. C'est incroyable, quoi, parce que d'avoir eu la confiance de José Ribas, de Jean Vincent, bon, qui a essayé d'autres formules et puis, j'étais toujours, numéro 10 avec, Jean Vincent a fait, enfin, il était interviewé et puis il dit à un moment, alors il cite tous les joueurs: «Ah lui, ah lui, ah Gilles Rampillon, quel joueur!» Et après bon, il était dans son style, très très dithyrambique et il nous a fait confiance et on l'a bien remercié de sa confiance et puis, bon, bah, ça c'est cyclique, hein, non, ce que je crois du club, c'est que j'ai des témoignages, je vais au stade de la Beaujoire à tous les matchs, 30 000 personnes, 34 000 personnes, des jeunes, des intergénérations. Il y a un potentiel incroyable autour du club pour, entamer un nouveau cycle, pour renouer, en étant lucide sur, l'importance des budgets maintenant, mais en étant lucide sur construire, une nouvelle étape, peut-être pas aussi, prestigieuse qu'un certain moment, mais renouer avec une qualité de jeu, une qualité de philosophie sur tous les plans pour faire aimer le jeu à un public, nombreux, hein, qui vient, je suis à tous les matchs au stade de la Beaujoire et je vois le potentiel du public qui n'attend que ça. Il attend quoi? C'est des actions, des occasions, de jeux, des buts, des tirs au but, tout le monde connaît le football, on peut pas marquer à chaque fois, mais au moins dans la volonté de donner du plaisir c'est le souvenir que je garde de ma carrière. Je vous ai cité les grands stades d'Europe, c'est, pour moi une satisfaction, importante par mon propre style de jeu, par donc nos équipes différentes générations, d'avoir su procurer du plaisir. Mais si je vous dis ça, c'est évidemment parce que je le ressens, c'est parce on me le témoigne, mais à chaque instant. À Nantes, bah, si tu connais Nantes, mais à Nantes, partout où je vais, alors que certains ne nous ont pas vus jouer, ça me fait évidemment beaucoup plaisir, hein. Alors juste pour en venir sur ton passage à Cannes, donc tu marques, quasiment une quarantaine de buts, en championnat. Ensuite tu te réorientes vers la formation et donc des années plus tard, tu as cette, rencontre, il y a eu un documentaire dessus, sur Zidane et donc qui s'appelle Yazid à l'époque. Quand tu vois ses qualités, il me semble qu'il est contacté par personne d'autre. Il y a personne d'autre en tout cas qui a identifié son talent brut à l'époque. Qu'est-ce que toi tu vois que d'autres, formateurs n'avaient pas encore vu? Alors là aussi, donc je suis nommé après ma carrière, nommé directeur technique de l'AS Cannes. Donc un directeur technique, c'est parce que je crois que Michel Hidalgo, c'est pas directeur sportif à l'OM à l'époque, c'est directeur technique. Donc je suis nommé directeur technique, le terme me va bien. Donc je suis en charge de toute la coordination en lien avec Jean Fernandez, l'entraîneur de l'équipe professionnelle.
Et donc, je m'attelle à ma mission de développer ce qui m'avait fort bien réussi à Nantes. Donc, en tant que dirigeant, de la cohésion entre les différentes composantes du club, les équipes de jeunes. Je fais l'école de football. Et puis, donc, dans ma fonction, un jour, quelqu'un qui s'appelle Monsieur Jean Varro, qui travaille auprès du centre de formation de la SCAN, qui va voir tous les matchs, les Alpes-Maritimes, il va au-delà à Marseille, en Provence, et puis il voit tous les matchs. Et un jour, que je suis en fonction, il me dit: Gilles, j'ai repéré un jeune joueur de 14 ans et demi en cadet de Ligue de Méditerranée. Donc j'aimerais bien que tu me donnes ton avis. Donc lui, il l'a vu, donc cadet de Ligue Méditerranée au Crêpes d'Aix-en-Provence. Il me dit: il est longiligne, un style un peu surprenant, voilà. Et donc il me dit: je dis: bien sûr, on va aller le voir, on va le superviser. Un samedi matin, un match de cadet Saint-Raphaël, Sport Olympique de Septem, quartier nord de Marseille, son club. En réalité, on a déjà décidé, quel que soit son match, de le faire venir 8 jours à la SCAN, de faire quelques séances d'entraînement avec l'accord de ses parents, de son club. Et là, donc, je découvre un joueur dont je répète que je ne savais pas ce qu'il allait devenir plus tard. C'est-à-dire, je vois évidemment quelques qualités, le toucher de balle. Je me suis souvent rattrapé en disant, bon, il y avait quand même le toucher de balle. Il est dans sa surface de réparation. J'arrive, l'entraîneur me dit: écoutez, monsieur Rampillon, je suis navré, vous venez le voir jouer. Alors, on était les seuls, par contre. Ça, vous avez raison de souligner que c'est incroyable, quoi. On était les seuls, et c'est le destin qui m'a mis en face lui. Parce qu'on est les seuls, et l'entraîneur me dit: on n'a pas de libéraux aujourd'hui. Après, j'ai appris que c'était son fils qui avait eu un accident de moto. Donc il le fait jouer libéraux. J'ai dit: c'est pas un problème, on va le voir jouer, quel que soit le poste, etc. Par contre, Monsieur Varro, lui, il l'a vu jouer ailier gauche. 3 tiers-temps de 30 minutes parce qu'il remplaçait un autre joueur. Donc vous savez, etc. Moi, je le vois jouer libéraux et on le fait venir à la SCAN pour quelques entraînements. Et donc là, il y a Jean Fernandez, il y a aussi Charlie Loubet, qui est entraîneur de la SCAN. Et là, il me dit: Gilles, il faut faire vite. Je reprends la voiture et on va lui faire signer un contrat de non-sollicitation. Bon, il y a eu des contacts, hein, avec le club, pour que je rencontre ses parents, et donc on lui fait signer un contrat de non-sollicitation parce que moi je tiens le discours. On est en janvier 87, il a 14 ans et demi puisqu'il est né en juin 72, et je dis: on va accéder à la Ligue 1 et on va faire confiance aux jeunes. Alors après, il faut être lucide. Pour nous, la montée en Ligue 1, c'était la création d'une division 3 automatique, donc renforcer le centre de formation en tant sur le plan quantitatif d'abord. D'accord. Alors, avoir des joueurs en plus, il y avait une D4, mais il fallait étoffer l'effectif. Et donc on le fait signer, et donc Yazid Zinedine Zidane signe à la SCAN. Et après, comme on accède à la Ligue 1, je deviens directeur du centre de formation et entraîneur de l'équipe de division 3. Et je revendique le fait d'avoir été son premier entraîneur professionnel. Et à votre avis, je l'ai formé sur ce que je connaissais de mieux, le jeu à l'antenne. Le numéro 10. Voilà, sans le crier haut et fort. Par contre, je l'ai fait jouer plutôt 8, parce que je considérais qu'il était face à des adversaires un peu plus âgés, plus robustes, etc. Il fallait le ménager. Je l'ai fait jouer plutôt relayeur 8 pour qu'il soit face au jeu, parce que moi j'étais à l'aise d'eau tournée pour un peu le ménager. J'en suis très heureux. Après, il est devenu 10, mais plutôt 8 au départ. Et puis après, je l'ai fait jouer à 15 ans. Pourquoi attendre? Je l'ai fait jouer à 15 ans et demi à Montpellier, contre la réserve de Montpellier, lors de la première saison. Puis après, il jouait en cadet, en junior, et puis après, il a fait son premier match en pro à 17 ans. Le destin l'a fait jouer son premier match. Il rentre en cours de jeu au stade de la Beaujoire avec la SCAN contre le FC Nantes, dans une équipe où il y avait Deschamps, Desailly, Comboiré. Et donc, j'ai été interviewé par Sébastien Tarago sur en documentaire, voilà. Et il m'a dit: où est-ce qu'on se voit? J'ai dit: où vous souhaitez. Et puis il est venu filmer. En réalité, on s'est vu. J'ai dit: j'ai une idée, on va le faire au stade de la Beaujoire. Il l'évoque pas dans le reportage, mais l'idée, c'est que, évidemment, comme il avait fait son premier match au stade de la Beaujoire, je crois que c'était une bonne idée de parler de lui. Et puis après, il est allé à la Juventus, dans une pizzeria et tout. J'ai bien aimé le reportage, qu'un hommage au football amateur. Grâce à lui, j'ai renoué le contact avec Alain Lepeu, entraîneur comme il en existe des milliers en France, qui se dévouent. Et
entraîneur des cadets. Et vous savez ce qu'il a dit, cet éducateur, Jean Varro, lui dit, on est intéressé par Yazid Zinedine Zidane, et Alain Lepeu répond, prenez-le. Alors, c'est incroyable parce que c'est la confiance. Bon, j'avais quand même ma carrière, mais c'est une question de confiance. Et puis après, Sébastien Tarago, hors antenne, m'a dit, après le reportage, il m'a dit, est-ce que vous savez que il a regretté de signer à l'AS Cannes? Parce qu'après, évidemment, tous les autres clubs s'étaient manifestés, Marseille, je crois, non, pas Marseille, parce qu'il a jamais été Non, mais Marseille, il y avait Nice, Montpellier, Monaco, etc. ouais. Et puis il avait signé le contrat de nos sollicitations. Et puis, bah, la chance a voulu que je l'entraîne ensuite. Mais c'est vrai que c'est un souvenir d'avoir contribué à l'éclosion, parce qu'après, il a eu l'intelligence de tirer le maximum de tous ses entraîneurs, d'avoir participé à l'éclosion du futur meilleur joueur du monde. C'est fort. On est d'accord que des gamins de 14-15 ans, tu en avais vu des bien meilleurs que lui à cette époque-là? Non, parce que je rentrais en fonction. Ouais. Je rentrais en fonction, donc j'avais pas, pour être franc, c'est incroyable ça, la chance que j'ai eue parce que c'est me j'avais même pas commencé à aller voir des sélections ou à faire mon travail de superviseur, de recruteur ou, là, monsieur Varro, c'est lui qui a tiré ma de toute façon tout le mérite lui revient. Zidane a souvent dit: «Je sais pas ce qui m'a trouvé», et lui, il m'a dit, bah, tout simplement, il avait des mains à la place des pieds. Voilà, donc après le toucher de balle, le dribble, après bon, quand je l'ai vu évoluer, sa qualité de dribble, j'ai juste fait quelques correctifs, mais je m'adressais pas à lui individuellement. J'avais une équipe de 20 jeunes, voilà, je m'adressais au centre de formation. Je disais, «Il faut jouer en mouvement, il faut courir. Pour courir, il faut aimer courir», et puis, ça lui a bien réussi. Les premiers footings, ce que j'avais pas vu, c'est qu'il arrivait en tête des footings qu'on faisait au parc de Falbonne, Sophia Antipolis. Il arrivait en tête avec un jeune joueur, qui est devenu célèbre pour d'autres raisons, que j'ai eu aussi, en tant qu'entraîneur, c'est Hervé Renard. Hervé Renard qui était donc, milieu de terrain, ils ont joué ensemble, donc qui avait déjà des qualités de leader sur le terrain sans avoir, pu évoluer lui aussi au plus haut niveau, et puis c'était ce mix de différentes personnalités qui a permis à l'éclosion de Zinedine Zidane, premier match en pro en mai 89 à 17 ans au stade de la Beaujoire. On est d'accord que sans toi, Zidane n'aurait pas eu cette même carrière? Non, je dis l'inverse. Tôt ou tard, il aurait rencontré quelqu'un. Il y a eu un livre d'un journaliste dans le sud, sur Zidane. Ah, Zidane le roi modeste, où il me consacre une dizaine de pages, qui vont dans le sens que vous analysez en disant ça, il a eu la chance de rencontrer Gilles Ampion. Moi, je suis plutôt modeste, à l'instar du roi modeste. Je Ouais. Ah, parce que j'ose pas imaginer si son premier entraîneur avait été Domenech, par exemple. Ouais, ce serait peut-être le meilleur libéraux de France, hein, tu sais, tu rien Ouais, compris. c'est non, non, mais non, moi, j'ai mis simplement l'accent sur le travail, le désir de progresser, puis naturellement, mais après, j'ai quand même vu son évolution, et ce que je déclare dans le code documentaire à Sébastien Tarragon, enfin, ce qu'il a retenu, parce que j'ai parlé longuement et il a retenu quelques phrases, le sentiment que j'ai eu, c'est que plus le niveau s'élevait, mieux il s'adaptait. Et je le revois encore rentrer en jeu, bon, à Bordeaux en équipe de France, et puis là, il marque 2 buts, un pied droit, un pied gauche, alors qu'il est droitier, de la tête, et il s'installe en équipe de France, il rentre. Le soir même, il m'a raconté, il appelle monsieur Varro pour le remercier de l'avoir recruté. Puis après, bah, c'est une belle histoire j'ai souvenir, si une anecdote, j'ai souvenir que quand j'entraînais, j'aimais bien terminer, ça vous surprendra pas, par quelques frappes au but, parce que l'important au football, c'est le cadre, et je mettais des plots de chantier rouge et blanc, et je mettais le ballon en équilibre et je faisais faire des reprises de volée. Je démontrais la qualité du geste, le pied d'appui, d'équilibre, et un jour, je suis comme vous, en train de regarder la finale de la Coupe d'Europe, et je vois non, j'ai envie de lui dire: «Non, contrôle, sinon tu vas». Et je vois cette superbe reprise de volée. Bon, il y a que moi qui ai fait l'anecdote, mais je vous la lis, je me suis dit: «Mince, il en a fait aussi des comme ça». Ouais. Plus facile, mais là, j'ai dit: «C'est pas vrai, il fait ça, en finale de coupe d'Europe», et cetera. Bon, Ouais. Mmh. après, non, il a eu l'intelligence. Moi, j'ai souvent mis en avant ses qualités de réceptivité, Mmh. d'écoute. Alors, on parlait des formes d'intelligence. Moi, je lui ai conseillé de poursuivre ses études. J'ai senti que bon, je crois qu'il a arrêté en 4e, 3e, mais il s'est donné à corps perdu.
dans le football. Bon, je l'ai encouragé. Après, il a eu d'autres entraîneurs. Il est allé à Bordeaux, etc. Mais quelqu'un de très réceptif, une forme d'intelligence, de tout capter. Je lui disais, dribble, ok, dribble autant que tu veux, dans le sens de la profondeur, au bénéfice de tes partenaires. Et puis après, un bon milieu de terrain, facile au milieu de terrain de jouer. Non, un bon milieu de terrain, celui qui est décisif dans les 20 derniers mètres, qui donne des bons ballons, et je suis heureux de voir qu'après, il a marqué des buts extraordinaires, plus offensivement qu'il ne l'était au départ. Mais je pense avoir bien ménagé. Une de mes fiertés, c'est aussi quand vous avez des jeunes de 14 et demi, 15 ans, de l'avoir ménagé, enfin je l'ai pas fait volontairement, avec mon propre feeling là, de l'avoir ménagé physiquement, athlétiquement. Au début de sa carrière. Ouais, Ouais, pour voilà. éviter, Voilà. Parce ce que ça que aussi, ce qu'a c'est fait un, Saint-Étienne avec Paganelli par exemple, c'est ou un Laurent risque. Rousset. Ouais. C'est un risque de pas faire sa carrière avant de l'avoir commencé. Ouais. Bah écoute, merci Gilles. Là, on a déjà pris beaucoup de ton temps. On va passer à la dernière partie du podcast qui s'appelle les questions mitraillettes, où tu l'expliquais toi-même, tu avais cet instinct de buteur. Bah là, c'est pareil, il faut que tu utilises l'instinct pour répondre à ces questions. Tu réfléchis pas, paf, c'est comme si tu voyais une balle, reprise de volée, boum, pleine lucarne. Ok. C'est parti, Guillaume. Qui est le meilleur entre toi et ton frère? Gilles. Quel était le titre qui t'a procuré le plus d'émotions? Alors, je le place souvent à égalité, 1980. Et une raison particulière? Non, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ma plus belle saison, la plus complète, la plus dense, Coupe d'Europe, de finale de Coupe d'Europe, sélection en équipe de France. L'année précédente, novembre 79, c'est la saison 79-80. Donc j'ai tout vécu cette année-là, Coupe d'Europe, équipe de France A et champion de France. Très beau titre. T'es hyper rationnel, mais est-ce que tu étais superstitieux quand même quand tu étais footballeur? Alors, j'ai jamais été superstitieux, sauf que pendant 10 ans au stade Marcel Sauvin, je me suis mis à la même place avec le même rituel. Donc bon, c'est pas la superstition, ça y ressemble, mais non, j'étais pas superstitieux. Non. C'était quoi ton rituel? Le rituel, c'était la même place, donc on était souvent à la même place. Et puis le rituel, c'était cirer mes chaussures, le pied gauche, pendant très longtemps, en, en visualisant les buts que j'allais marquer dans le match. Là, je me D'accord. revois, c'est vrai que je prenais plaisir, le coup de pied, l'intérieur du pied. Merci de la question. Tu as eu une carrière avec beaucoup de triomphes, beaucoup de titres, mais j'imagine que tu as aussi eu des temps un peu des moments un peu plus creux. Est-ce qu'il y a un obstacle ou un moment difficile, dont tu te souviens particulièrement et comment tu l'as surmonté? Bah, je pense que vous l'avez évoqué, mon départ du FC Nantes a été difficile à digérer. Je serais tenté de dire sur le coup, mais peut-être en y réfléchissant, même encore. D'accord. C'est pour ça que je suis très heureux de réintégrer le FC Nantes en tant que dirigeant. Ouais, tu as été réintégré sans rancune au final. Comme pour poursuivre, ce que j'aurais aimé poursuivre à l'époque, mais après je comprends les choix. D'accord. La parenthèse inachevée quelque part que Oui, tu mais ouais. voilà que j'ai à cœur, voilà, dans Un peu l'intérêt. comme retrouver une ancienne petite copine, avec laquelle on a cassé, des années plus tard. Non, c'est pas pareil. D'accord. OK. Quel était le club que tu détestais affronter? On a eu des matchs difficiles à Bastia et à Nîmes. Le Nîmes de Gardé Firoud, où je voyais mes coéquipiers plus âgés que moi qui redoutaient peut-être encore plus pour moi parce que moi j'avais l'insouciance de la jeunesse. On a eu des matchs difficiles et puis à Bastia, ça n'a jamais été facile. On repartait avec un nul diplomatique qui était satisfaisant. Pour tout le Euh, monde. mais Après, on jouait le match et puis après, bon bah après des matchs à part, c'est les Nantes Saint-Étienne. Hein. C'est à Geoffroy Guichard et à Nantes. C'était des matchs au sommet dont j'ai un souvenir. C'est difficile hein, parce que on parle beaucoup de l'évolution du jeu sur le plan de vitesse,
et la vitesse, le jeu va plus vite, etc. Mais il y avait de l'agressivité maximale, virile mais correcte. Ouais. T'as fait des études de lettres. Quel héros de la littérature française ressemble le plus à Gilles Rampillon? Oh là là, ça c'est une question que je me suis jamais posée. Guillaume, il est en feu en ce moment. Cette semaine, il est exceptionnel sur ces questions. Ouais, là, il y a une idée derrière la tête. Il y a. Non, mais ma mère est prof. Non, je sais pas. Non, franchement, Ouais, tu sais pas. non, je sais pas. Non. Et ton livre préféré, t'as quoi comme livre? Ton livre préféré, c'est quoi? Oh là là, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup en ce moment. Ouais, en ce moment. Non, non, il y en a beaucoup. Et je vais pas en citer un plus Ok. qu'un autre. Voilà, voilà. Et quand tu étais joueur, tu lisais beaucoup et où est-ce que ça a choqué tes partenaires? Non, moi j'ai connu l'époque où on se déplaçait en train la veille du match, l'avant-veille du match. Ouais, Ouais, je donc vous lisais jouiez. beaucoup, mais je travaillais aussi parce que j'aimais plutôt mes livres et mes cahiers d'étudiants. Ouais, Les joueurs jouaient au tarot, mais ça n'a jamais posé de problème majeur. Non, j'étais plus concentré et puis j'aimais bien cette période où je conciliais les deux. Ouais, c'est un d'accord. bon souvenir d'avoir concilié les deux. Après, il faut d'être dans l'équipe professionnelle du FC Nantes à 18 ans, à 19 ans, avec des coéquipiers extraordinaires. Je revois au stade de la Beaujoire quelqu'un comme Gaby de Michel, Ouais. arrière gauche de l'équipe 65-66, équipe de France 66, d'une modestie, d'une simplicité. Je lui dis, parce qu'après j'ai eu Max comme arrière gauche, mais je lui dis, c'est toi qui m'as formé, alors que c'est pas du tout le style Gaby, etc. Mais bon, j'adore voir Georgeo. Ouais, c'est une belle histoire, le FC Nantes. Quel est le plus gros boucher que tu as vu sur un terrain ou que tu as affronté sur un terrain? Ben, il y en a un qui s'appelle André Galis à Bordeaux, Ouais, numéro 6. Raymond Domenech, mais j'étais pas son adversaire direct. Il avait plutôt affaire à Loïc Amis. Et puis Marini, là, dont j'ai parlé de l'Inter de Milan. Ouh là 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 là, j'avais été superviser un match. On était allé en déplacement, je crois que c'était à Florence, superviser l'Inter de Milan. Ça se fait plus, ça. Jean-Vincent, avec l'accord du président, avait dit, on va, on va voir Henri Michel et moi, et Jean-Vincent, superviser, l'Inter de Milan. Et puis je vois Marini et puis les manchettes des journaux, intraitables, et cetera. Après, je m'en suis bien sorti, mais c'était, ouais, c'était. Un dur. Après, j'ai eu des adversaires, sur l'envers de la question, des adversaires, très, très corrects, dont un qui est célèbre, Aimé Jacquet avec l'AS Saint-Étienne. Saint-Étienne, ouais. Numéro 6, moi 10. Bon, il avait quelques années plus que moi, d'une correction, exemplaire, quoi. Il me le disait en plus. Bon, Gilles, enfin voilà, il était correction après, tu dirais, après son coaching, hein. Quel était ton meilleur ami dans le foot? Bah, mes coéquipiers, je pense, hein. Mes coéquipiers, Maxime Bossis, Loïc Amis, Reynald Denouex. On se revoit, ouais, c'est fort, parce que, ouais, bah, on a passé du temps ensemble, on a gagné des titres et ouais, ce sont les noms qui me viennent, à l'esprit. Ouais, on a une bonne anecdote sur Loïc Amis. On va voir si tu connais bien ton camarade de jeu Loïc Amis. Loïc, on l'a eu sur le programme et on lui a posé une seule question. On lui a posé une question à la fin de l'entretien. On lui a dit, mais est-ce qu'il y avait une question que tu aurais aimé qu'on te pose? Et il nous dit, ouais, ouais, vous auriez dû me poser comme question, quand j'étais footballeur professionnel, quel était mon principal hobby? Bon, bah, on lui pose la question. D'après toi, quel était, alors bonne chance, hein, je veux dire que c'est assez salé. Quel était le principal hobby de Loïc Amis quand il était footballeur? Difficile, là. Non, je Ouais, sais, C'est un peu comme un soufflé, hein. Tu t'attends à quelque chose d'incroyable et tu vas être un peu déçu, hein, je te le dis tout de suite. je sais pas, franchement. La sieste. alors, la sieste. Ah oui, oui, d'accord, bah, oui, j'aurais mis ça à part quand même. Ouais, nous aussi, on était assez surpris. On a été surpris par Loïc. C'est pas le hobby le plus rock'n'roll, hein, ça c'est sûr. Non, mais là, moi, je peux dire mon hobby, c'était la musique, hein. J'écoutais beaucoup de musique, tous les styles. Heu, D'accord. le reggae, c'était l'époque, Eagles, Hotel California, Supertramp. J'ai vu Ouais, l'annonce de Rick Davis. l'un des chanteurs, Supertramp. Et puis, bon, l'anecdote que vous connaissez, c'est d'avoir rencontré aussi Bob Marley
au centre sportif de la Jonolière lors d'un match célèbre, un 55. J'écoutais pas spécialement de reggae, j'en écoute plus maintenant. Et tu le connaissais quand il est venu jouer, tu savais qui il Ah était? bah oui, oui, je sais bien sûr, oui. Bah, c'est une histoire, là aussi fabuleuse, hein, parce que il a fait une tournée européenne, il vient à Nantes, au parc des expositions de la Beaujoire. Il y a 9000 personnes, mais il fait une tournée européenne à Zurich, à Copenhague, à Milan, il y a 80-100 000 personnes. Je crois qu'il va au Bourget après nous. C'est le 2 juillet 1980, on est champion de France et donc on organise un match 5 contre 5 et on lui donne un maillot européen, quelques photos célèbres. Ça n'a pas été très relaté médiatiquement, mais là c'est un bon souvenir parce qu'en réalité l'histoire fait qu'il est décédé un an après, donc c'est devenu un match un peu mythique. Et surtout, moi, ce que j'ai souvent mis en avant lors des interviews, c'est sa passion pour le foot, une très haute idée du football, la créativité, la liberté. Et je suis allé voir son film One Love récemment où j'ai interviewé parce que je parle. En réalité, quand on me demande, j'ai dit bon bah on a joué, on a fait un match. Mais en réalité, c'est devenu un pimi. Il a fait un match aussi quelques années avant au pied de la Tour Eiffel avec une autre équipe. Mais bon, depuis j'ai lu beaucoup sur lui. Il y a eu des livres d'écrits et puis bon, c'était une réelle passion pour le football. Bah, l'histoire, c'est que c'est un peu à cause de ça qu'il a pas pris très au sérieux son cancer. Il avait une sorte de cancer à l'orteil et il a pas. La solution, c'était de l'amputer et il a dit qu'il voulait Ah, pas, au contraire que ça allait l'empêcher de jouer au foot et que du coup, il préférait faire c'est ça. Ouais. un autre traitement et malheureusement, ça s'est vite propagé un peu partout. Oui. Est-ce qu'on a eu Jean-Paul Bertrand Demanne sur le programme qui parlait aussi de ce match et lui, c'est assez marrant la façon dont il dit. Tout le monde dit toujours qu'on a joué avec Bob Marley, mais c'est plutôt Bob Marley qui a joué avec le FC Nantes. Il tient Oui. vraiment à préciser que c'était Nantes qui avait étendu la courtoisie de jouer avec lui. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Ah oui, moi j'ai relu des choses. C'est son manager, mais son manager a souvent dit que quand il avait appris qu'il allait à Nantes faire un concert, il voulait rencontrer les champions de France. Parce qu'on était champion de France quand même en Ouais. 80. On est au début de la saison suivante. Et donc, moi, j'ai vu des témoignages de son manager où il s'est fait réellement une joie de jouer contre nous. Ouais, quelle est la plus grosse baston que tu as eue, soit dans un vestiaire ou soit sur le terrain? Non, dans le vestiaire, j'ai pas connu de. C'est incroyable, hein, comme Nantes, Non, incroyable. Non, mais quelques frictions à l'entraînement. Ouais. Dans le vestiaire, j'ai pas souvenir. C'était plutôt des encouragements, parfois assez, on va dire dynamiques, mais j'ai pas eu de souvenir dans le vestiaire de non, non, entre nous, non, j'ai pas connu Bah, je pense que personne n'a envie de se prendre des brûlures de cigarettes d'Henri Michel, c'est peut-être pour ça. non, 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 j'étais pas dans le vestiaire comme ça. Ah. Non, mais je sais pas ce que tu imagines, Michel, à Strasbourg, c'est peut-être le cas, mais Nantes, c'est une ville. Bon, ok, on a quelques petits problèmes avec deux, trois tueurs en série, mais normalement, c'est une ville assez calme, hein. C'est pas non plus, on n'est pas tous des Dupont du Ligonnès, si tu veux, on tue pas nos gars. C'est pas le plaisir du club, quoi. Qui actuellement dans le football ressemble le plus à Gilles Rampion? Mmh, bah, j'ai bien aimé, toute la carrière de Léo Messi. Ouais. Donc, Ouais, Léo Messi. ouais, j'allais dire Lamine Yamal, mais bon, Alors Messi, c'est pas Lamine, mal aussi, hein. non, mais je veux, sur le plan de bon, Lamine il est bien parti. Ouais. Il est bien parti, Bon, mais il est pas encore à ton niveau, mais donne-lui encore quelques années. Non, ouais, ouais, non, j'adore. Mais la question, c'est à qui À qui te ressemble? Qui te ressemble? Donc c'est pour ça que quand tu dis Léo Messi, bon bah ok, on est d'accord, mais c'est vrai non, non, mais non, mais ce que je constate, c'est qu'il y a de moins en moins de numéro 10, on va dire classiques, Créateur, hein, ouais. comme les journalistes, c'est ouais, à l'ancienne, voilà. J'aime pas l'ancienne, le terme, mais c'est un rôle indispensable. C'est-à-dire que le lien entre le milieu et l'attaque, la création du jeu, je suis heureux d'avoir joué à ce poste. Et c'est toujours d'actualité. On peut créer du jeu sur les côtés. Lamine Yamal est pas mal là-dessus, mais je veux dire la création du jeu, Cherki, voilà, peut jouer. Alors il jouait sur les côtés, etc. Il y a une tendance à mettre sur les côtés, alors que l'importance, c'est la maîtrise du jeu pour la possession de balle, c'est la maîtrise du jeu au milieu de terrain. Et donc, au milieu de terrain, c'est axial.
Et donc, moi, je courais un peu partout, mais j'étais surtout axial en soutien des trois attaquants. Donc, je vais chercher D'accord. Et quel alors, comme tu joueur. dis, hein, c'est un peu d'ailleurs le facteur X qui manque à l'équipe de France actuelle, hein, c'est qu'il n'y a pas vraiment de numéro 10, il n'y a plus de Sauf numéro 10. si Olysée peut Oui. jouer en soutien, là, comme l'autre jour. Ouais. Quel était le joueur le plus mal habillé dans le vestiaire du FC Nantes? Oh là là, on était tous classe. D'accord. OK, c'est Mais réglé. enfin, mais voilà, bon. Non, franchement. Et le mieux sapé? Ah, Henri Michel. Ah ouais. Ah oui, D'accord. oui. Oui, oui. Ah, c'est à l'évidence, oui. Si tu avais une machine à remonter le temps et que tu peux rejouer un match, ou revivre un match pour revivre une émotion particulière, ce serait lequel? Bah, la demi-finale contre Valence dont je vous ai parlé. La D'accord. première ou la deuxième? Le match aller. Match Ah bah, aller, ça y est, OK. Le match aller, si je marque 2 buts ou 3, par contre, on va se faire plaisir. Heu, on gagne, 4-1, 5 bon 3-1, Ouais, c'est un autre match au retour. Ouais. 4-1, c'est sûr. Et franchement, c'est pas être présomptueux de dire qu'on aurait mérité de creuser l'écart. Mais c'est ce que je vous expliquais, à un moment, le petit détail. quand c'est le but. Le but, c'est pas l'occasion, c'est l'occasion manquée, oui, c'est moi, je vois beaucoup de matchs comme ça et je me dis: «Tiens, cette occasion, elle se reproduira pas». Et puis on perd des matchs parce que, bah, on sait pas convertir les occasions. Alors ça veut pas dire que nous, on marquait à chaque fois, notamment moi, mais c'était l'espèce d'exigence individuelle et collective de marquer ou de faire marquer parce qu'à un moment, c'est un jeu simple. Mmh. Prends l'avantage, la confiance est là, l'adversaire, bah, certains, comme vous dites, à Sauvin, avaient du mal à s'en remettre. 2-0 au bout de 4 minutes, c'est C'est délicat, dur. quoi. Ouais. Oui, voilà. Quel est le meilleur conseil que tu as reçu dans le foot? Le meilleur conseil, alors c'est pas un conseil, c'est quand j'apprends la titularisation pour mon premier match de José Ribas, qui au lieu de belles paroles, il m'avait jamais parlé avant, il m'a jamais parlé après. Ouais. Mais un jour, il m'a dit: «Titulaire à 18 ans contre le PSG». Et le lendemain, bah, je l'ai remercié. Mais, ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut donner beaucoup de conseils, mais à un moment, c'est la confiance que vous mettez dans quelqu'un qui se Ouais. passe de tout commentaire. Mais D'accord. ça ici, j'ai reçu beaucoup de conseils. Après, Jean-Vincent, prise de risque, conseil, prise de risque. Gilles, tu as une excellente frappe, mais alors, tu frappes pas assez. Alors je frappais déjà beaucoup, mais il m'a dit: «Mais tu frappes pas assez, faut frapper». Il faut frapper au but et cetera. Ça, c'est des conseils précieux parce que ça fait tilt sur ce que vous croyez être, un point fort et vous pouvez aller plus loin. Je pense que l'une des forces dans le jeu, ce que j'ai mis en exergue chez Zidane, c'est au lieu de lui dire: tu es lent, enfin voilà, nonchalant et Mmh. cetera», c'est de lui dire les points forts, le toucher de balle, le dribble et cetera. Je pense que la progression après on peut corriger, bon Gilles, tu peux améliorer ton pied droit. Bon OK, d'accord, mais tu as un super pied gauche. Mettre l'accent sur les points forts, c'est à mon avis plus facteur de progression et de développement, sur le plan individuel et collectif et c'est Bah, c'est valable. pas très français, hein. Moi qui vis aux États-Unis Ah, depuis plus de 20 ans, en France, on reste très souvent sur les défauts. Aux États-Unis, au contraire, c'est l'inverse. C'est qu'on essaye de parler des qualités, c'est un peu une approche différente, Mmh. effectivement. Quand tu te retournes sur ta carrière, c'est quoi ta plus grande fierté? d'avoir été le numéro 10 du FC Nantes pendant 10 ans. Longévité, c'est ce que je retiens parce que et puis d'avoir évidemment glané, palmarès, 3 titres de champion de France. Sur 10 ans, à Nantes, je suis 3 fois 1er, 4 fois 2e, moins bonne Mmh. place, 5e, 6e. Et première coupe de France, hein. Première coupe de Les France premières Ouais. obligatoire. coupes de Ouais, France. c'est fou quand même, hein, qu'il a fallu C'est en 79 fois. réalité, c'est la je dis souvent, j'ai été numéro 10 à titre individuel, mais c'est la permanence au plus haut niveau. Ce que le Mmh. public nous renvoie, moi je revois des gens, bon, qui sont de notre génération, voire même, plus âgés ou même plus jeunes, qui disent moi ça me touche au stade parce qu'ils j'ai l'impression quand ils me voient, je suis pas le seul, mais quand ils me voient, j'ai ils voient, bon je suis comme ça, je suis immobile, mais j'ai l'impression qu'ils
ils me voient en action, ils nous voient jouer. J'ai des témoignages très forts de qualité du jeu, d'excellence du jeu. Est-ce que tu pourrais nous décrire ce but contre la Tchécoslovaquie? Donc c'est moi qui appelle dans l'espace, je suis, arrêté, fauché, il y a un coup franc. Le coup franc, à 20-25 mètres des buts, je crois qu'on me passe le ballon et puis je fais un crochet intérieur, pied gauche. J'élimine un adversaire et je décroche une frappe tout en étant déporté vers l'intérieur. Je choisis quand même mon pied gauche, frappe du coup de pied, le ballon à 20 mètres prend une trajectoire, rectiligne, tape le montant, des buts, poteau rentrant, but. Précision, vitesse, c'est un modèle de frappe, à mi-distance, prise de risque, parce qu'il y avait la place pour, créer du jeu. Ce que je dis souvent là, quand j'ai l'occasion, c'est qu'à un moment, je vois qu'on cherche la passe alors que la prise de risque dont je parlais, le tir à mi-distance est une qualité essentielle en football. Parce que ça se transmet avec les autres joueurs et puis, ça donne confiance à l'équipe. On peut ne pas cadrer, mais ça donne de la confiance collective. Quel est l'héritage que tu laisses au football? Bah, au football, ma propre carrière et le fait d'avoir été l'entraîneur, d'un jeune joueur devenu le meilleur joueur du monde, d'avoir à la fois pratiqué un jeu exceptionnel qu'est le football, d'avoir fait honneur à ce jeu, d'avoir été efficace, d'avoir remporté des titres, d'avoir été également en équipe de France et puis, oui, d'avoir prolongé ma carrière en sachant transmettre à un joueur en particulier que j'ai eu la chance de rencontrer. Donc, bon, voilà ce dont je suis, fier. Bravo, ce sera le mot de la fin. Guillaume, je sais pas si tu as une dernière question? Non, non, parfait. Pour moi, comme promis, on doit te libérer, et Gilles, on voulait vraiment te remercier parce que c'était un énorme plaisir pour nous de t'avoir, sur le programme aujourd'hui. On a passé, vraiment 2 heures, exceptionnelles, donc merci beaucoup pour ton temps. Merci Gilles. C'était Merci à top vous et et moi aussi j'ai beaucoup apprécié et si vous le souhaitez, refaire une autre, je suis à votre écoute, à votre disposition si vous jugez utile. avec grand plaisir. Ouais, non, Voilà, si on a donc je suis très si on a des disponible et follow-up. merci, j'ai beaucoup apprécié la Merci. pertinence de vos questions. Merci Gilles. Bon, je vous quitte. Merci beaucoup, hein. Merci Gilles. Merci Merci Michel, merci beaucoup. Guillaume. À très bientôt. Vive le football, vive le Ouais. football. Et vive Nantes. Au revoir. Ouais, bien sûr. Merci. C'est la fin de ce deuxième épisode avec Gilles Rampillon. On espère que vous avez apprécié cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité, comme toutes les semaines, sur le podcast des légendes. Le podcast des légendes est une production du podcast du sport LLC, produit par Michel Wertenschlag et animé par Michel Wertenschlag et Guillaume Bonamy. La musique du générique, c'est les Tartan Rascals avec Looking at You. Si ce podcast vous plaît, ce qu'on espère très sincèrement, s'il vous plaît, parlez-en autour de vous. C'est le moyen le plus efficace pour continuer à aider le podcast des légendes à grandir et pour que nous puissions continuer à vous proposer du contenu de très grande qualité. N'hésitez pas aussi à laisser une évaluation 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée ou même sur notre site web. La plus belle d'entre elles sera lue à l'antenne par l'un d'entre nous dans un prochain épisode. Alors si vous voulez entendre votre message diffusé sur le podcast, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, avec plus de 30 000 fans, comme vous, qui parlent avec plaisir de foot nostalgie. Vous pouvez nous retrouver aussi sur Instagram, sur Twitter, sur YouTube et bien entendu sur notre site web www.lepodcastdeslégendes.com où vous pouvez retrouver tous nos épisodes, une centaine, ainsi que des articles, dont ceux de Johan Sonek. Vous pouvez aussi vous inscrire sur notre newsletter qui vous donnera en avant-première le nom de nos futurs invités, ou vous pouvez aussi aller sur notre Substack, on vient de le lancer. L'adresse est substack.lepodcastdeslégendes.com ou allez sur notre site web où vous aurez un lien direct pour y aller.
Si vous voulez des scoops, des articles un peu fouillés, eh bien, inscrivez-vous sur la newsletter ou sur le Substack ou allez directement sur notre site web. Vous verrez, c'est très facile de s'inscrire. Merci à toutes et à tous de votre fidélité au podcast des légendes. On se retrouve la semaine prochaine.